Bonjour C'était Dany, je vois que Dany est arrivé. Bonjour. Bonjour. Alors on va attendre, il y avait Jean-Luc Mauriette aussi qui devait Oui. venir et d'autres personnes. Une autre personne. Bonjour. 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 Jean-Luc, bonjour. Ça va? Ça va, ça va. Tout le monde m'entend? Moi j'entends tout le monde pour le moment, tout va bien. Très bien. Alors on est 2, 4, 5, regarde. Ah, oui, Diane qui se connecte. Bonjour Diane. Bonjour Michel, bonjour à tous. Bonjour, vous m'entendez? Voilà, oui. Oui. Très bien, bonjour. Bon, je crois qu'on est à peu près. Moi je vous entends pas bien, alors attendez, je vais essayer de monter le son de mon ordinateur. Alors je regarde quelquefois à droite parce que j'ai deux écrans. L'un où je vois et l'un où je vois mon écran. Nous, on t'entend bien, hein, Diane. Oui, oui, on vous entend bien. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, on t'entend très bien. Ah oui. Alors, donc, je précise tout de suite, mais ça, on pourra en rediscuter à la fin. D'abord que ça va durer que 40 minutes, normalement, puisque Zoom s'arrête au bout de 40 minutes. Et que cette séance, en fait, c'est une séance un peu expérimentale. C'est-à-dire qu'après une discussion qu'on a eue à l'intérieur de l'UTL sur la nécessité d'avoir des contacts, en fait, plus directs peut-être avec les adhérents, on m'a chargé de faire cette séance pour tester un peu ce qui se passe dans une discussion. Alors, donc vous allez être enregistré, mais vous pouvez refuser si vous voulez on coupera les parties qui vous correspondent si vous ne souhaitez pas que ça soit divulgué, tout ce que vous allez dire aujourd'hui. Ça vous aura fait une beauté. Ouais. C'est bon. Alors, le chat n'est pas d'accord. Le chat qui est passé, oui. Alors, donc, on va un peu discuter de manière générale sur la façon dont vous recevez les cours demain. Mais quand même, il y a plusieurs questions qui m'ont été posées, donc je vais y répondre. Déjà, une première question, et après je vous donnerai la parole, bien entendu. Hein. Mais une première question technique. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui. Vous voyez que j'ai mis une image qu'on m'a envoyée. Oui. Pour mettre un peu d'humour pour démarrer. Alors, on peut l'interpréter de deux façons différentes, à mon avis, cette image, mais enfin, je vous laisse le soin de faire votre interprétation personnelle. Alors, pardon, Oui. Michel, de nouveau, il me semble qu'on t'entend un peu moins bien. Alors, je vais parler plus fort, hein, je vais essayer. Ah, voilà. C'est mieux là? Ah oui. D'accord. Ou même un peu plus fort si vous voulez, parce que j'étais vraiment au minimum. Ça va? Non, là, c'est bon. Ça va, ça va. Ça va, bon, d'accord. Bon, donc ça, cette photo, c'est pour introduire la séance, enfin, cette image, c'est pour introduire la séance, c'est quelque chose qu'on m'a envoyé par mail il y a quelques jours. Alors, par contre, je voudrais d'abord répondre à une question qui m'a été posée, une question technique. Est-ce que vous voyez là l'écran de GeoGebra? Oui. Oui. Alors, c'est Dany, en fait, qui m'a posé la question. Mais d'autres, je vais mettre cette réponse d'ailleurs sur la prochaine vidéo. C'était le fait que je dis un peu rapidement, à un moment donné, quand on parle des plans inclinés, et le fait que je l'ai entouré ici en rouge. Alors, en inversant la figure, je vais mettre mes lunettes parce que sinon je n'arrive pas à lire en même temps. En inversant la figure, on en déduit que le temps de parcours de B à M sera égal au temps de chute de B à A. Alors, dans la première partie, j'avais montré que sur un plan incliné, le temps de parcours de A à B est le même que de A à M. Alors, ça s'explique, à vrai dire, par une construction qui n'est pas faite par Huygens, mais qu'on pourrait faire de cette manière-là actuellement, c'est-à-dire que la force qui est appliquée, c'est-à-dire la gravitation en chute libre, eh bien, ça va donner par projection, ici, une force qui serait celle qui serait appliquée sur le plan incliné. La composante de la gravitation sur le plan incliné est plus faible, on le voit par projection, que celle qui est sur la verticale. Et ce que j'avais dit, donc, c'est qu'en retournant la figure, et ça c'est un peu rapide, donc je l'ai fait explicitement, en retournant la figure, ben vous voyez que la même démonstration montre que le temps de chute de B à A va être le même que le temps de chute de B à M, pour les mêmes raisons. Or, le temps de chute de B à A et le temps de chute de A à B, c'est la même chose. Donc, on obtient que le temps de chute de A à M est le même que le temps de chute de B à M. Bon, alors,
comment dire, je mettrai cette explication supplémentaire au début du prochain cours, hein, que je vais mettre en ligne vendredi, pour peut-être la détailler un peu plus. Et ça, c'est important effectivement de préciser ça, parce que quand on regarde après le raisonnement qui a été fait ici sur le pendule, c'est exactement ce dont se sert Galilée pour trouver l'isochronie du pendule. Bon, alors, en ce qui concerne le cours de maths, là, j'ai terminé les préliminaires de la partie correspondant à ce qui précède Newton. Et donc, on va commencer à partir de cette semaine Newton, ce qui va prendre 2 ou 3 séances, à mon avis, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses chez Newton. Donc, la première question que je pourrais vous poser, c'est qu'est-ce que vous... Il y avait Jean-Luc aussi qui avait des questions, lui, plus générales. D'ailleurs, je ne le vois pas, Jean-Luc, je ne sais pas, il a disparu de l'écran. Aïe, aïe, aïe. Moi, je me vois. Bon, je te vois pas, mais c'est pas grave, je t'entends. Alors, Mais- donc, il y avait des questions, mais les questions de Jean-Luc étaient plus générales, un peu plus philosophiques, on va dire, que la question technique qui est là. Mais si vous avez des questions dès maintenant, alors je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre en direct, parce que si ça me demande une construction géométrique, je ne pourrai pas la faire là devant vous, hein, ça sera trop compliqué. Vous voyez par exemple que là, ce n'est pas très bien écrit, c'est parce que j'ai commencé à utiliser une tablette où on peut écrire à la main, mais je n'ai pas encore tout à fait l'habitude, donc j'ai un peu de mal pour que ça soit écrit correctement, par exemple ici. Mais j'espère pouvoir l'utiliser de manière plus précise dans les cours qui suivent. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce qui a été fait jusqu'ici cette année, on va dire, et des commentaires en général d'ailleurs sur le contenu du cours et sur la façon dont vous le percevez? Non. Est-ce que vous avez l'impression quand même que, enfin, je sais que pour beaucoup d'entre vous, et pas seulement, je m'adresse pas seulement à vous, mais à toutes celles et ceux qui suivent les cours, encore que je n'ai pas beaucoup de retours, pardon, donc je ne sais pas exactement qui suit le cours, à part vous. Et donc, je sais que pour beaucoup, c'est important que ces cours aient lieu, et c'est important aussi pour nous d'ailleurs de faire ces cours. Mais en même temps, je suis un peu inquiet de l'impact que ces cours ont, dans la mesure où, en ce qui me concerne en particulier, je ne suis pas certain d'arriver à transmettre ce que je faisais avant de manière aussi compréhensible, parce que je n'ai pas de retour direct. Et ça, c'est important. Quand je suis en amphi, j'entends et je sens ce que les gens, comment les gens réagissent. Je pense que c'est... Sur un écran, devant l'écran, je ne vois rien, quoi, en fait. Je pense que c'est justement là, tu soulèves le vrai problème. Un cours en amphi est toujours plus vivant qu'un cours devant un écran. Et la difficulté que tu as, ça se voit, c'est que c'est très difficile de parler devant un écran quand on n'a aucun retour. Et donc, il y a des hésitations, et c'est normal, il n'y a pas le retour de l'amphi, c'est normal, c'est comme jouer une pièce de théâtre dans le vide. Oui, c'est ce qui se passe c'est pareil. Actuellement. Oui. Ouais. Donc, c'est normal. Oui, c'est normal. C'est moins vivant, mais tu ne peux pas faire autrement, ce n'est pas possible. Bien sûr. Bon. Et d'autres parmi vous donc, ont des réactions par rapport à ça? Je peux donner mon point de vue? Oui. Alors, effectivement, moi, si tu veux, j'ai pas été trop déstabilisé par ta différence d'intervention entre ce qu'on a pu avoir à l'écran et ce qu'on avait en cours. Pour moi, c'est un petit peu pareil. Je ne sens pas de différence de ton, de ta manière de t'exprimer, tout ça. Là où je sens un peu plus de différence, mais ça, je crois que ça me concerne plus, c'est qu'effectivement, à un moment donné, il m'a semblé que les dernières leçons, là, étaient plus mathématiques. Donc, j'étais un peu plus perdu. Mais ça, je me connais, je me perds facilement. Par contre, effectivement, je ne sais pas comment, comme tu disais tout à l'heure, si tu fais un cours en visuel, là, comme aujourd'hui,
je ne sais pas ce que tu vas pouvoir rattraper de ce côté-là, parce que en même temps, il faut que ton cours puisse être construit, et en même temps, nos questions, elles peuvent venir que dans l'après-coup. Oui, parce que... Je réponds donc avant de passer à une autre question. C'est effectivement parce que si je fais le cours en direct, vous allez pouvoir poser des questions, mais d'abord, je vais devoir gérer la parole de chacun d'entre vous. Et en plus, répondre, en mathématiques, répondre, ça veut dire soit faire un dessin, soit écrire des formules, quoi. Et ce n'est pas évident sur un écran. C'est beaucoup plus compliqué. Les formules mathématiques, ça ne s'écrit pas avec un traitement de texte, quoi. Il faut soit utiliser un outil que j'utilise d'habitude dans GeoGebra, mais c'est assez long à faire, donc je vais le préparer d'avance, soit essayer ce que je commence un peu avec la tablette à l'écrire à la main, mais ça, ce n'est pas encore tout à fait au point pour moi. D'autres commentaires? Oui, moi j'ai suivi les cours plutôt informatique libre et j'ai trouvé que c'était plus intéressant, qu'on pouvait suivre plus le déroulement du cours sur l'informatique libre que sur les mathématiques. Oui, ça ne m'étonne pas, hein, parce que disons que, enfin, le désavantage en informatique libre, c'est que je ne peux pas non plus vous aider comme je faisais pendant les ateliers, hein, c'est-à-dire intervenir sur le poste où vous êtes ou en répondant précisément. Mais en même temps, le contenu du cours d'informatique, c'est un contenu, actuellement ce que je fais, donc la construction de sites web, c'est un contenu qui est beaucoup plus textuel que les mathématiques. Moi, quand je regarde par exemple les vidéos de philo, puisque je les regarde, on en parlait tout à l'heure, ou d'autres personnes sur l'histoire sur l'histoire de la gastronomie, par exemple, c'est évident que pour moi, ce n'est pas du même ordre qu'un cours de maths. C'est-à-dire qu'un cours de maths, quand je suis en amphi, il y a une partie que je construis devant vous en écrivant au tableau. Et ça, c'est très différent pour moi, de ne pas pouvoir faire ça. Parce qu'en fait, les maths, ce n'est pas un contenu textuel qu'on suit ligne après ligne. C'est un peu plus ça dans le cours d'informatique, parce que je vous montre quelque chose qui est assez statique, finalement. Tandis qu'en maths, moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Dany, vous vouliez dire quelque chose? Il y a des cours qui s'y prêtent plus que d'autres, en fait. Vous suivez d'autres cours, Dany, par exemple? Moi, je suis du cours de langue. Oui, là, effectivement, c'est plus facile. Vous êtes combien quand vous en cours de langue en direct? Entre 6 et 12. D'accord. Enfin, pour les cours que je suis. Après, peut-être que d'autres personnes suivent d'autres cours, ils sont plus nombreux. Oui, moi aussi, je suis les cours de langue. On est à peu près, c'est ça, aux alentours d'une dizaine, mais il y a une distribution de la parole. Enfin, en cours de russe, la prof distribue la parole, et donc c'est pas pareil. Puis c'est au niveau débutant. Oui. Alors moi, si je puis dire, donc on sent bien la difficulté de Michel Damiens dans ses cours, moi je ressens personnellement aussi une difficulté à la suivre, hein, les cours enregistrés, parce que quand j'ai une interrogation ou un point, ben je pose pas la question comme il m'arrivait de la poser en amphi. Et il n'y a pas cette interaction. Et puis après, bon, parfois j'oublie la question que je me posais à un moment parce qu'on passe à la suite. C'est d'autant plus d'ailleurs un problème que vous voyez que par exemple là, quand je mets la correction d'une question qui m'a été posée, bon, c'était 15 jours avant et ça ne reste pas dans la tête nécessairement cette question, pour moi comme pour les personnes qui se la posent. Donc c'est vrai qu'effectivement, j'arrive pas à avoir cette interaction directe qu'on peut avoir en cours, ça c'est évident. Mais alors le problème, c'est que actuellement, je suis assez pessimiste sans vouloir décourager personne, sur la possibilité de revenir en amphi cette année, c'est-à-dire avant l'été. Je pense que ça va être difficile. Donc il va falloir continuer comme ça pendant un certain temps. En tout cas, moi, les 3 prochains, 3, je pense qu'il y en aura 3 cours sur Newton, je vais continuer, bien entendu. Après, il faudra se poser la question de... Parce que je reviens à quelque chose que disait Jean-Luc, c'est qu'effectivement, ce qui va un autre problème, mais là, qui n'est pas dépendant de la vidéo, c'est le fait que la suite des mathématiques va devenir un peu plus technique.
Quand on va passer à l'après-Newton, Newton, ça va encore parce que Newton reste très ancré dans les mathématiques grecques. Mais après, ça va devenir un peu plus technique. Donc, je réfléchis à comment continuer, moi, après. C'est-à-dire, est-ce que je continue d'un point de vue historique, ce qui va rendre les choses un peu complexes au niveau des mathématiques, ou est-ce que je prends un autre point de vue? Bon, enfin, ça, j'en parlerai dans les prochains cours. Pour le moment, bon, oui. Jusqu'au mois de mars, en tout cas, on va rester, enfin, jusqu'au fin février, on va rester sur Newton. Oui, Michel, je pense qu'il y a quelque chose aussi, c'est que tu ne peux pas faire un cours comme on le fait maintenant, pas en présentiel, mais en présentiel par écran au moins. Ouais. C'est faisable à 7, 8, peut-être un peu plus. Oui, oui. C'est pas faisable à 20, c'est pas faisable, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, vous savez combien de personnes suivent le cours? Alors, on ne sait pas, c'est-à-dire c'est difficile. Moi, si je regarde les statistiques, de temps en temps, je regarde sur YouTube, il y a des statistiques d'auditeurs, enfin de gens qui regardent. Alors, pour le moment, c'est assez satisfaisant dans la mesure où j'ai plus de gens qui sont censés avoir regardé les vidéos que de gens qui s'inscrivent d'habitude, puisque si je prends les vidéos de maths et les vidéos d'informatique, ça arrive à 200 personnes. 100 personnes en maths et 100 personnes en informatique. Mais est-ce que c'est significatif? J'en sais rien. Je ne sais pas de quoi c'est significatif, à vrai dire. Parce que je sais aussi, d'après le secrétariat, d'après les autres enseignants et puis d'autres personnes qui m'ont contacté par mail, que beaucoup ont décroché. Et ça m'inquiète dans la mesure où ce qu'on a fait là, si vous voulez, sur Galilée, Huygens, éventuellement Newton, bah, ces gens-là ne l'auront pas suivi. Donc, pour continuer, ça va poser un problème de lien. Admettons qu'on reprenne en amphi, bon, il faudra que je fasse, je ne vais pas reprendre tout ça, bien entendu, mais il faudra que je trouve le moyen de faire le lien avec les gens qui n'ont pas suivi ces cours-là. Parce qu'il y a quand même, dans les mathématiques, une espèce de progression. C'est difficile de... Bon, depuis le début, à vrai dire, c'est comme ça. C'est-à-dire que j'essaie quand même toujours de rappeler ce qui est nécessaire. Enfin bon, c'est quand même problématique. Une petite question technique, il y en a deux d'entre vous que je ne vois pas. Mais peut-être que vous n'avez pas activé votre vidéo, tout simplement, non? Vous ne pouvez pas regarder en bas de votre écran si vous avez activé la vidéo, en bas ou en haut d'ailleurs. Mais combien on est au total? Est-ce qu'on est vraiment 6? On est 6 avec moi. Eh bien, moi, je vois les six visages. Ah ben, c'est moi alors qui ai un problème. Moi, j'en vois 5. Oui. Ça dépend comment vous choisissez l'affichage des vignettes. Là, franchement, je ne peux pas vous dire. Dans l'affichage des vignettes, vous avez la possibilité de voir tout le monde en pavé. Normalement, oui. Mais en fait, c'est la première fois que j'anime quelque chose comme ça. D'habitude, je suis plutôt client, on va dire, pas chef de la session. Donc, je ne maîtrise pas encore tout. Hein. Sur ce que tu disais, Michel, là, sur les gens qui décrochent, le gros avantage, parce qu'il y a quand même un avantage quand même des cours enregistrés, c'est qu'on peut les reprendre à n'importe quel moment. Oui, bien sûr. Donc, si on n'a pas suivi on peut se mettre au courant, on peut se mettre à niveau. Oui. Donc, c'est un avantage. Ce n'est pas le cas des réunions sur Zoom. Hein. Pardon? Ce n'est pas le cas des réunions sur Zoom. Les cours de langue, vous ne les revoyez pas après. Non, mais pas sur Zoom. Mais les cours enregistrés, on peut les reprendre quand on veut. Oui. Parce que moi, je n'utilise pas le Zoom. Pour enregistrer les cours, pour enregistrer mes cours, je n'utilise pas Zoom, à vrai dire. J'utilise un système d'enregistrement de l'écran que j'ai. Effectivement. Alors, vous entendez de nouveau pas très bien, Michel. Pardon? On vous entend de nouveau pas très bien. Ah, qu'est-ce que j'ai fait de Non, c'est que tu parles loin du micro. Ouais, pourtant, je ne bouge pas trop là. Non, c'est bon. Et là, c'est mieux? Oui, c'est très bien. Bon. Je ne sais pas, c'est un peu mystérieux quand même pour moi. Alors, moi, pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit précédemment, effectivement, par exemple, moi je suis dans un cours de langue où on n'est que 5 ou 6 participants. Donc, du coup, c'est beaucoup plus, comment dire, c'est plus facile, parce que c'est un peu comme aujourd'hui, c'est-à-dire on peut prendre la parole un petit peu comme ça, de façon impromptue, ça ne gêne pas l'ensemble, on n'est pas obligé d'avoir cette distribution de parole comme si c'était une vingtaine. Bon, par contre, on se rend compte que par rapport au niveau, Diane, elle le sait, c'est le cours d'allemand qu'on suivait les années précédentes.
par rapport au niveau du cours qu'on pouvait avoir en présentiel, c'est bien qu'on est dans quelque chose qui est un petit peu révisé à la baisse par rapport à ça. C'est un petit peu comme si on se faisait, je le mets entre guillemets, un peu une conversation de café. C'est agréable, c'est sympa, mais on sait bien qu'au niveau de ce qu'on pouvait faire en présentiel, c'est différent. Et je crois que, tu l'as dit aussi tout à l'heure par rapport à ça, il y a le niveau de ce que tu veux amener au niveau du cours de maths, et ça, je crois que ça passe effectivement par un cours tel que tu le fais actuellement, c'est-à-dire un cours construit, structuré, dans lequel on est simplement auditeur ou regardeur, puisqu'on a les deux à la fois, et que sur ce qui nous manque, et ce qui te manque aussi, c'est l'interaction dont tu parles dans l'amphi, où tu sens que les gens auraient des questions, que tu peux voilà, donner la parole, etc. Et ces choses-là, je ne sais pas si, sous quelle forme on peut se les donner entre deux, puisque normalement tes cours étaient prévus, je crois, tous les 15 jours. Donc, est-ce qu'à partir du moment où les gens qui ont suivi le cours et qui seraient informés là-dessus, s'engageraient, pourraient, dès la fin du cours, poser leurs questions, que toi tu les reçoives, pour que tu puisses après les traiter au début de ton deuxième cours, ou je ne sais pas sous quelle forme, ça serait une solution. Après, quand tu dis que tu penses que tu as peut-être 200 personnes qui visualisent, moi c'est vrai que depuis qu'on est par vidéo, j'ai pu revenir sur des cours que je ne pouvais pas suivre avant parce que je n'avais pas le temps matériel d'y être en présentiel. Là, je peux y aller, comme disait M. Refouvelet, en différé. Et ça, c'est intéressant. Et du coup, ça veut dire que sans doute que vous avez plus de téléspectateurs que vous n'en aviez dans l'amphi, sauf que vous avez beaucoup moins de retours. Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que le manque de retour est un peu gênant, mais bon, je ne me plains pas, ce n'est pas ça le problème. Hein. C'est que je pense que, effectivement, le fait de pouvoir revenir sur la vidéo, c'est bien, et c'est bien que ces vidéos restent disponibles. Et je le vois d'ailleurs dans l'évolution. Si je prends une vidéo, par exemple, qui a été faite il y a 1 mois et demi, il y a encore maintenant des gens qui s'y connectent. C'est-à-dire que le nombre de spectateurs, par rapport au moment où ça a été mis sur la chaîne, le nombre de spectateurs continue à augmenter. Donc, effectivement, ce sont des gens qui viennent plus tard. Bon, ça, c'est très bien. Hein, c'est très bien. Ouais. Bien sûr. Alors, Jean-Luc, toi, tu avais d'ailleurs des questions un peu plus générales, on va dire, sur la philosophie des sciences ou sur ce que c'est que la science. Peut-être on peut en parler un petit peu? Oui. Alors, bon, effectivement, moi c'était plus, comment dire, je suis plus à l'aise à me brancher sur, entre guillemets, la philosophie des maths ou l'histoire des maths que sur les maths côté technique, parce que, effectivement, à un moment donné, ça devient, pour moi, un peu compliqué. Il faudrait que je m'y mette. Je ne suis pas sûr de m'y mettre, donc je reste sur mon terrain. Et après, effectivement, sur ces questions-là, mais ça revenait sur des choses que tu avais déjà abordées je crois me souvenir, tu avais dû commencer à en parler dans le cours en 2018. Donc c'est vrai que c'est un petit peu ancien, donc c'est une question que je posais comme ça, mais je ne sais pas si elle peut intéresser tout le monde. En lien avec l'actualité, ce qui me titillait là, c'est que c'est vrai que on est toujours tenté, quand on n'est pas très très scientifique, de vouloir croire que les mathématiques, comme d'autres, sont des sciences exactes. Et effectivement, quand on se compare à des situations où les gens le disent différemment, ça fait un peu bizarre. Je parlais de la question des axiomes. C'est un truc que j'ai pas très très bien compris d'un point de vue mathématique. C'est-à-dire, c'est comme si à un moment donné, on disait, voilà, on dit quelque chose, là, c'est un axiome, et ça, quelque part, ça va servir de fil directeur, et on ne le remet pas en question.
c'est toujours entre croyance et science, je ne sais pas comment le dire. Oui, c'est ce que tu disais effectivement. C'est quand on remet en question les axiomes qu'on retrouve des nouvelles découvertes. Oui. Par exemple. Par exemple, oui. Alors, je ne vais pas répondre à cette question de Jean-Luc tout de suite, je vais simplement... enfin, j'y répondrai, je pense, dans les cours suivants. Hein, de toute façon, j'en parle assez souvent quand même de ce problème, mais c'est bien d'en reparler toujours. Mais avant de vous demander votre avis sur cette question et sur des questions annexes de ce type-là dont on pourrait parler, je dirais que je ne sais pas si vous écoutez l'émission de radio que je fais sur les mathématiques, qui s'appelle Le sens des mathématiques, à l'UTL, hein, je parle. Oui. Parce que là, j'aborde ces questions-là. Puisque actuellement, je suis reparti sur le cours, dans ce que je fais à la radio, je suis reparti sur les mathématiques grecques. Et effectivement, je vais parler d'Euclide justement et des axiomes. Et donc, je pense que dans le cadre de ces émissions, ça sera un peu une réponse à ce que dit Jean-Luc là, c'est-à-dire quel est le statut des axiomes, quel est le statut de la vérité, quoi, finalement, dans les mathématiques. Parce que c'est ça la question fondamentale que pose. Enfin, je ne veux pas parler à sa place, Ouais. mais moi je la traduis de cette manière-là. Quel est le statut de la vérité? Quel est le statut du rapport entre le réel et la vérité? Par exemple, c'est le problème qu'il y a eu en Grèce entre les sophistes et Platon, hein, sur le fait de considérer que la vérité, c'est soit quelque chose qui est conventionnel, dont on part, c'est-à-dire d'un point de vue axiomatique, d'une certaine façon, soit quelque chose qui est une adéquation avec le réel. La vérité, ça serait le discours sur le réel. Or, c'est beaucoup plus compliqué que ça, d'une certaine façon. Pas seulement en mathématiques, mais c'est vrai aussi en physique, parce que finalement, le statut du réel, on ne sait pas trop ce que c'est. Enfin, en tout cas, c'est problématique. Et le statut de la vérité dépend de ce statut du réel. Donc, c'est encore pire en physique. Pardon? Oui, oui. C'est encore pire en physique. Bien sûr. Ouais. Alors justement, ça se pose dès le début chez les Grecs en mathématiques, ça se pose actuellement en physique, en particulier avec la mécanique quantique ou même la relativité. Hein. C'est-à-dire que bon, la vérité, c'est quelque chose qui... Soit c'est de l'ordre du discours, mais dans ce cas-là, on ne voit pas pourquoi ça s'applique au réel. Soit il y a une espèce d'isomorphisme entre, enfin, de correspondance entre ce qu'on dit et le réel, c'est-à-dire entre la vérité et le réel, mais ça, c'est pas clair du tout, ne serait-ce que du point de vue philosophique. C'est un problème très, très important. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, là, de ce que je dis là et de la question que pose Jean-Luc, si vous avez, Dany, vous avez une opinion là-dessus? J'ai une question, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, si, oui. Oui. Quelle est la différence entre un postulat et un axiome? Alors, ça c'est une question, il y a plusieurs réponses à ça. D'abord, c'est une question de traduction, c'est-à-dire que ce qu'on a appelé, on a d'abord appelé postulat les choses qu'après on a appelé axiome. Mais en fait, chez les Grecs, ça ne s'appelait pas du tout ni postulat ni axiome, ça s'appelait demande en grec, une demande. C'est-à-dire, je demande que par deux points passe une droite et une seule. Ça, c'était le texte, dans le texte d'Euclide originel. Si je le traduis, bon, encore une fois, remarquez, c'est aussi une traduction de ma part. Hein. Mais en tout cas, après, on a traduit ça par postulat et après par axiome. Alors, je dirais que du point de vue sémantique, alors une demande, c'est clair, c'est que je veux que ça soit comme ça parce que ça m'arrange, quoi. On pourrait dire ça quand c'est une demande. Je demande que ça soit comme ça. Postulat, ça veut dire je fais l'hypothèse que c'est vrai parce que d'une certaine façon, c'est quelque chose d'intuitivement vrai. C'est-à-dire que par deux droites, par deux points, pardon, passe une droite et une seule, c'est intuitivement vrai, en tout cas du point de vue euclidien. Ce n'est pas vrai en géométrie non euclidienne, par exemple. Ah, si, pardon, en géométrie non euclidienne, c'est vrai aussi. Mais disons qu'on peut trouver des situations où ce n'est pas vrai. Mais en tout cas, l'idée du postulat, c'est de dire qu'on postule quelque chose parce qu'on s'est aperçu qu'intuitivement, quand on fait un dessin, ben c'est vrai. C'est justement pour ça que le cinquième postulat, qui dit que par un point extérieur à une droite, passe une seule parallèle à cette droite, c'est un postulat parce qu'on le voit sur le dessin. Or, il est faux dans certaines géométries. Et puis, axiome, c'est un terme beaucoup plus récent, en fait, qui déborde largement du cadre de la géométrie d'Euclide, mais qu'on a ensuite appliqué à la géométrie d'Euclide. Un axiome, c'est quelque chose de complètement arbitraire, d'une certaine façon. C'est-à-dire, je choisis des axiomes parce que c'est cohérent. Donc, il y a une différence déjà là entre
ce que je demande, parce que j'en ai besoin, donc c'est la demande, ce que je postule parce que j'ai l'impression que c'est vrai intuitivement, et puis l'axiome, c'est que je pose comme étant un point de départ parce que, comment dire, parce que ça rentre dans un système cohérent. Donc il y a des subtilités de... Mais ça, c'est un point de vue récent, hein. C'est-à-dire que dans l'histoire, en fait, il y a eu des problèmes de traduction surtout. Il y a eu une évolution de la traduction du mot demande. Je ne sais pas comment on dit exactement en grec. Je pourrais regarder. Donc, sur ce que tu disais sur la vérité, je ne sais plus quel est le scientifique qui a dit la physique ne dit pas ce qu'est le réel, mais elle veut dire simplement ce qu'est notre rapport avec le réel. Et or, ce n'est pas applicable aux mathématiques. Cette distinction n'est pas du tout applicable aux mathématiques. Alors, on peut s'en contenter en physique, puisqu'on part de cet axiome presque, alors qu'en mathématiques, ce n'est pas possible. Oui, c'est vrai, bien sûr, il y a cette différence entre la physique et les mathématiques, d'ailleurs, du point de vue du statut. Il y a beaucoup de gens qui disent, et moi j'aurais tendance à le croire, que les mathématiques ne sont pas une science. Parce que les mathématiques, il n'y a pas de confrontation au réel. Ce n'est pas tout à fait vrai. Hein, ce n'est pas tout à fait vrai parce que les mathématiques, disons, se sont construites, on le voit bien avec Galilée, avec Newton, parce que c'est là que ça commence effectivement, mais ça a commencé chez les Grecs aussi. C'est là que ça se développe, disons plutôt au XVIIe siècle. Les mathématiques n'ont pas besoin d'être vraies dans la réalité. La preuve, c'est qu'on peut construire des mathématiques qui n'ont aucun rapport avec le réel. Ça, j'en parlerai un peu plus tard. Mais disons que quand même, dans l'histoire, les mathématiques se sont construites un peu en prenant le réel comme point de départ. On le voit dans la physique du XVIIe siècle. Là, je vais reparler avec Newton de la notion de dérivée, la notion de vitesse et d'accélération. Ce sont des choses qui sont dans le réel. Mais on le voit aussi avec Galilée, où finalement, quand il construit sa théorie du plan incliné ou de la chute des corps, il dit bien, je fais abstraction finalement de tout ce qui existe dans le réel, c'est-à-dire des frottements et de tout ça, quoi. Donc finalement, les mathématiques, ça a un rapport au réel dans la mesure où c'est abstrait du réel, mais ça ne représente pas réellement le réel, j'allais dire. C'est-à-dire que finalement, pour faire des mathématiques, on est obligé d'oublier comment est le réel. Et ça, c'est très intéressant du point de vue d'épistémologie, et particulièrement, par exemple, au XXe siècle, où on se repose ces questions-là, comme tu le disais, avec la physique et les mathématiques qui sont associées, qui vont représenter des choses qui n'ont plus rien d'intuitif, en fait. Par exemple, dans la construction de la mécanique quantique, par exemple, Dirac, quand il écrit des équations de la mécanique quantique, et il trouve une solution, et il dit cette solution, c'est le spin de l'électron. Mais en fait, on ne sait pas d'avance qu'il y a un spin d'électron. C'est parce qu'il trouve une solution qui correspond à quelque chose dans l'équation, puisque c'est une solution de l'équation, mais qu'on n'a jamais observé dans le réel. Donc en fait, il définit un objet du réel comme étant une solution d'une équation mathématique. Et ça, c'est assez fascinant en même temps, moi je dirais. Du point de vue des mathématiques, c'est fascinant. Et ce spin, bien sûr, après, sert dans des tas d'applications aussi. Hein, je ne connais pas assez la mécanique quantique pour dire dans quelles applications, mais dans des tas d'applications. Mais ça, on le retrouve à l'intérieur même des mathématiques, j'en avais déjà parlé, c'est-à-dire que quand Cardan, ou Bombelli plutôt au XVIe siècle, résout les équations du troisième degré, il voit apparaître des objets qu'on n'a jamais vus avant, qu'on appelle les nombres complexes maintenant. C'est un peu la même chose, sauf que là, ce ne sont pas des objets du réel, ce sont des objets qui apparaissent dans les équations et qu'il faudra après interpréter de manière intuitive comme étant, par exemple, des points dans un plan ou des rotations ou des choses de ce type-là. Et ça se fera un siècle plus tard, ça seulement. Donc, il y a effectivement un rapport entre la construction des objets mathématiques, leur utilisation en mathématiques et en physique. Ça, c'est tout un projet, à vrai dire. On pourrait faire un cours de philosophie des sciences là-dessus. Hein. C'est vrai. Peut-être, je préviens tout de suite, peut-être que ça va s'arrêter à un certain moment, un peu brusquement. Mais bon. Pardon. Par rapport à ça, est-ce que tu dis que ça va s'arrêter au bout de 40 minutes ou bien est-ce que tu renouvelles une session? Est-ce qu'on peut renouveler la session, tu dis? Oui, on peut essayer. Quand on le fait, par exemple, avec les profs de langue, ouais. avec les profs de langue,
On sait que ça dure 40 minutes. Mmh. Au bout de 40 minutes, ça stoppe. On se remet, on repart chacun de nous sur le code que tu nous as envoyé. Avec le même lien, tu veux dire? Ouais. Ouais, bah ouais, on va faire ça alors. Je ne sais pas si eux l'ont prévu à l'avance et qu'on peut le refaire comme ça, ou si on peut le faire systématiquement. Mais On va voir. je sais pas. Quand ça s'arrêtera, vous essaierez de vous reconnecter et puis on verra si ça marche. Je vais voir si on peut se reconnecter. Il faut attendre que ça s'arrête, je pense, pour pouvoir le faire. Voilà, on verra bien. Alors, Michel, si la situation s'améliore, il y a peut-être une solution pour rendre, pour toi et pour tout le monde, c'est que quand tu suis sur Internet ou sur YouTube, surtout des conférences, en réalité, ces conférences sont devant un public et toi, tu les regardes par l'ordinateur. Et étant donné qu'il y a un public, même limité, ça améliore, c'est beaucoup plus intéressant pour celui qui fait la conférence parce qu'il a un retour, mais c'est aussi plus intéressant pour les autres parce qu'ils ont ce côté vivant de la conférence en présentiel. Ouais. Alors, si la situation s'améliore, une des solutions pourrait être d'avoir en présentiel un nombre limité de gens, de personnes, d'auditeurs, en fonction de la jauge demandée. Et par contre, faire le cours en enregistré, non pas en enregistré, pardon, ou en enregistré ou avec une caméra, de façon à ce que ceux qui ne peuvent pas venir et le regardent, et la vivante, je ne sais pas comment on pourrait dire, le côté vivant d'un cours en présentiel. Alors ça, je pense que ça a été envisagé effectivement à l'UTL, mais le problème, c'est qu'actuellement, on ne peut pas le faire. Parce que non, actuellement, non. Aucune autorisation. Non. Actuellement, non. De se réunir. Mais effectivement, on pourrait tout à fait envisager de faire ça. Ça serait vraiment intéressant. Parce que après, moi, quand je fais cours en amphi, je peux très bien enregistrer comme ici. Je peux faire le cours en ayant Zoom actif sur mon écran, même si ça ne se transmet pas, et que j'enregistre ce qui est en train de se faire. Et après, ça sera ça qui sera envoyé sur YouTube. Ça, il y a moyen de le faire, bien entendu. Mm-hmm. On ne peut pas faire les cours à 6, puisqu'on peut se réunir à 6. Alors, on peut faire les cours à 6, ça fait pas beaucoup, mais on pourrait imaginer un peu plus. Et en fait, effectivement, si vous avez des idées, peut-être on en parle, parce que l'UTL, si elle demande qu'on fasse ce genre de réunion, c'est que je crois qu'ils attendent propositions aussi. C'est-à-dire que je pense que tout est bon à prendre. Si vous avez des idées comme celles que tu viens de formuler, je pense que c'est bien que tout le monde l'entende parce qu'effectivement, il faudra bien à un moment donné qu'on évolue. Parce que sinon, moi j'ai peur, c'est ce que les gens, d'ailleurs, l'équipe de l'UTL a sans doute cette inquiétude que les gens petit à petit se détachent de l'UTL parce que si ça se prolonge vraiment très longtemps, ça va devenir lourd à porter, on va dire, ce genre de choses. Je ne parle pas des enseignants, là, je parle des auditeurs. Pour les enseignants, c'est aussi pas toujours facile. Il y en a certains qui ont du mal à... Et moi, quelquefois, j'avoue qu'au début, en tout cas, j'ai eu du mal. Bon, maintenant, je m'y suis fait. Donc, si vous avez des propositions, vous êtes en direct, là, sur... Ça y est. Ah. Essayez de, si ça s'arrête, essayez de vous reconnecter. Ça va être le moment ou jamais de se reconnecter. Ah, non, c'est pas quelqu'un qui se rajoute là? Non, c'était le téléphone qui sonnait chez moi. Ah bon, je pense. Donc on n'est pas fermé. Bon, c'est pas tout à fait la fin alors. Mais pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, moi je crois qu'effectivement, il me semble qu'on ne peut pas se passer de l'aspect de ton cours, bon, même s'il est un peu magistral, c'est-à-dire où effectivement tu développes en solo tout ce que tu as à nous dire. Ça, il me semble que, vu les contraintes, on ne peut pas faire autrement. Par contre, peut-être sur un laps de temps, sur, je sais pas, 1h30 de cours, par exemple, que tu as actuellement, qu'il y ait un moment d'un cours bien calé, etc., et éventuellement un petit moment d'une foire aux questions
où on peut être les uns et les autres en présence, là, Ouais. en discussion, quelque chose comme ça, ça peut donner un petit peu du sel pour que des gens ne décrochent pas. Après, sur cette question de savoir si les gens décrochent ou pas, c'est vrai que c'est compliqué parce que, comme on disait tout à l'heure, quand tu regardes, toi, le nombre de personnes qui se connectent pour regarder ton cours, tu montes à 200, alors que tu n'avais pas 200 personnes en amphi. Et donc, en réalité, on ne sait pas bien qui décroche et qui accroche. C'est pas évident. Alors, je ne sais pas si on peut demander au niveau de l'UTL, si on peut demander d'avoir des retours, que par exemple, quand que les gens fassent signe, comment ceux qui sont venus, par exemple, un petit peu en curieux, parce que c'est peut-être ça aussi, sont venus une fois ou deux sur un cours, qui donnent un petit peu leur impression, essayer d'avoir une foire aux questions, là, un petit peu tout, mais après, c'est vrai que pour en avoir discuté, j'ai rencontré l'autre jour Georges Lance qui s'occupe beaucoup là, des vidéos et audio. Et finalement, on tombait d'accord l'un et l'autre sur le fait que, au moins, un des rares avantages de l'audio et du vidéo, c'est qu'on pouvait chacun accéder à des cours auxquels on n'avait pas auparavant et qu'on avait une plus large palette en termes de curiosité. Et après, effectivement, ce qui manque beaucoup, c'est le lien, le contact, ce qu'on peut avoir aujourd'hui et qu'on n'a pas d'habitude. Oui, je pense qu'une solution pour l'histoire du contact serait que, par exemple, le cours soit diffusé, disons, le vendredi de 9 à 10h30 et qu'après, à 10h30, on consacre une séance Zoom pour que les gens réagissent aussi. Ouais. Juste après. Ouais. Alors, le seul problème que j'aurais, moi, à ce moment-là, c'est que je ne pourrais peut-être pas répondre à toutes les questions, ce que je disais tout à l'heure pour des raisons techniques, mais au moins, il y aurait un contact juste après le cours, et puis je noterai les questions, j'y répondrai la quinzaine suivante. Ouais. C'est à laquelle je ne peux pas répondre directement. Je pense que ça serait une possibilité, effectivement. Mm-hmm. Ouais, c'est une possibilité. Ouais. Alors, je pense que là, ça va s'arrêter parce que j'en suis à 43 minutes. Donc, dès que ça s'arrête, on essaie de se reconnecter. Et je voudrais parler un petit peu de la suite, quoi, c'est-à-dire du contenu de la suite et vous demander aussi si vous avez des envies particulières sur le contenu, en dehors du point de vue historique qui, lui, se déroule de manière un peu déterminée, on va dire, hein. Encore que je fais des choix, et ça, je peux les changer. Donc, ça serait bien, j'aimerais bien aussi avoir votre avis sur ce que vous aimeriez voir abordé dans ce cours de maths. Parce que il y a des tas d'autres choses que ce dont je parle qui peuvent être intéressantes en mathématiques et que vous avez peut-être envie, à condition que je sois capable de le faire, bien sûr, que vous avez peut-être envie d'entendre. Donc on peut après, dès que ça va s'arrêter, parler de ça. Ok. Ouais. Au sujet des cours d'informatique libre, Pardon? Oui. Vous pourriez peut-être, suivant le nombre de participants, l'envisager sous la forme que nous menons en ce moment. Oui, mais le nombre de Ça participants… dépend du nombre de participants. Oui, mais le nombre de participants, je ne le connais pas d'avance aussi, c'est ça la question. Mm. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai envoyé un message à tout le monde, enfin tous les gens qui étaient inscrits au truc de maths, quoi. J'ai eu 10 réponses, dont certaines négatives, c'est pour ça que vous n'êtes que 5. Et les autres, je n'ai pas de réponse du tout, quoi. Je ne sais pas du tout. Alors, est-ce que si on fait un cours plus interactif, on va dire avec ce que je proposais là, juste avant, mais aussi sous d'autres formes, si vous avez des idées, est-ce qu'il y aura plus de gens qui réagiront en direct? Je ne sais pas. C'est difficile de prévoir ça, en fait, hein. Pour moi… Moi, j'ai une question par rapport à ça, par rapport à l'interactivité, parce que j'ai eu un appel de la secrétaire de l'UTL. Oui. Qui me demandait donc effectivement quel cours je participais, comment je ressentais les cours, etc. Et j'avais pensé que c'était un peu suite aux réponses que j'avais faites que j'avais reçu l'invitation de Michel Damiens, en fait.
Non, non, pas vraiment, non, parce que en fait, non, c'est complètement indépendant. c'est uniquement ceux qui auraient. J'ai envoyé ça à tout le monde. Hein, il y avait 70 inscriptions cours de maths au début de l'année, 70-80, quoi, on va dire. Et j'ai envoyé ça à tout le monde et vous avez répondu, ce dont je vous remercie d'ailleurs, vous tous et toutes qui êtes là. Mais non, ça ne dépend pas de… L'UTL, je sais, fait de temps en temps des sondages, on va dire, ponctuels, hein, pour savoir… Oui. Et nous donne leur… Alors, bon, disons-le clairement, les retours sont très positifs, c'est pas ça le problème. Hein, mais ce n'est pas suffisant parce qu'en général, les gens qui répondent ont tendance à dire du bien. Et c'est peut-être pas le seul problème, parce que c'est pas parce qu'on dit du bien que tout le monde est content, et puis c'est pas parce qu'on dit du bien que c'est bien, d'une certaine façon, on pourrait dire ça. C'est-à-dire que vous avez tendance à être satisfait, et c'est très bien pour nous. Hein. En tout cas, on nous renvoie que les réponses satisfaisantes, on va dire, les réponses positives. Mais donc, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Hein. Moi, ce qui m'inquiète, c'est comment ça passe, quoi. C'est-à-dire que vous soyez capable d'en tirer quelque chose. Et ça dépend aussi de la façon dont c'est fait, de la forme. Parce que, bon, alors, mathématiques, c'est pas… Enfin, moi, je suis un éternel bavard. Ailleurs, mais les mathématiques, c'est pas un sujet facile, je dirais. En général, on considère que c'est pas quelque chose de… C'est un sujet qui mérite de la réflexion, en fait. Oui. Des fois, on a besoin de réfléchir par rapport à ce qui est dit. Oui. Alors, je pense que c'est vrai aussi dans d'autres disciplines. Hein. Je ne veux pas lier ça seulement aux mathématiques, mais c'est vrai qu'en mathématiques, c'est très difficile. Alors déjà que faire un cours même en amphi, c'est pour moi quelque chose de… On en parlera d'ailleurs peut-être après si ça s'arrête. En fait, ça perd de s'arrêter. C'est déjà quelque chose que je trouve un peu… Comment dire ? C'est pas assez interactif pour moi, on va dire, parce que c'est un cours magistral. Je parle là des amphis, hein, je ne parle pas de ces cours en vidéo. En fait, l'idéal, ça serait de faire ça sous forme d'un groupe de travail, à vrai dire, avec des gens qui interagissent. Bon, je pense que ce n'est pas exactement ce que veulent les gens, la majorité des adhérents de l'UTL, mais pour moi, ça serait beaucoup plus satisfaisant d'avoir un… Ça se passe un peu plus de cette façon en informatique, à vrai dire, où c'est plus un partage du travail, un peu plus en tout cas qu'en mathématiques. Donc c'est pour ça que je réfléchis à d'autres contenus pour le cours qui seraient plus adaptés à une participation des auditeurs, parce que là, effectivement, ça reste quand même un contenu magistral, un cours magistral, ce que je fais. Oui. Par contre, on pourrait aborder des domaines qui vous permettent d'intervenir, des domaines des mathématiques. Donc là bizarrement, on t'a entendu moins bien, et puis là, on t'a entendu mieux. Je ne sais pas d'où c'est venu. T'as mieux. Moi, la question que j'aurais, c'est qu'en tant que mathématicien récessif, je poserais bien à mes collègues du jour la question de est-ce que eux, qui sont peut-être plus branchés maths que moi, est-ce que dans ton cours tel qu'il est, ils y trouvent leur compte ou pas? Parce que ça me paraît important aussi. C'est quand même un cours de maths ou d'histoire des maths. Et il y a peut-être des gens qui trouvent bien leur compte dans comment tu déroules l'enseignement. Que moi, à un moment donné, je m'y perde, ça ne me surprend pas. Mais eux, leur point de vue. Diane a commencé à le dire, mais il y en a peut-être d'autres qui peuvent le dire. Alors, moi, personnellement, je trouvais plus mon compte dans le cours en amphi que dans celui-là. Mais bon, je pense, je lui avais envoyé un premier mail à Michel juste après le premier cours. Hein. Mais je pense que c'est l'interaction qui manque. C'est principalement ça. Que quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est vrai qu'après, le cours, il continue. Et puis après, des fois, je l'oublie et j'avoue que je n'y reviens pas forcément. D'autres réactions à la question de Jean-Luc? Pour moi, le cours magistral, ça me convient tout à fait. Je ne vois pas du tout ce que je pourrais faire sur ça. Daniel, on ne t'entend pas bien, excuse-nous. Tu peux redire? Je vais essayer de parler plus fort. C'est bon là? Ouais. C'est un peu mieux.
Je disais que le cours magistral me convenait tout à fait, que je ne vois pas du tout comment on pourrait dérouler un cours en petits groupes, parce que je ne saurais pas où aller. Ouais. Je répondrai après à ça. Peut-être les autres veulent réagir aussi. Mais moi, je trouve que ça me convient parfaitement. Bon, alors effectivement, tu as une difficulté, mais tu ne pourras jamais l'éviter. C'est que pour certains, tu es trop lent, pour d'autres, tu es trop rapide. Mais ça, tu ne peux rien y faire. Tu peux pas, tu n'as pas, tu as pas une classe de niveau, si tu veux. Non, oui, c'est vrai. Et ça, c'est pas possible. Tu ne peux pas t'en sortir. Je trouve que ce que tu fais, ça convient à tout le monde et c'est ça qui est important. Et pour ceux qui trouvent que c'est parfois un peu délayé, eh bien, mais c'est normal. Et il faut que tout le monde puisse suivre. Donc, ça ne me gêne pas du tout. Voilà. Je trouve que c'est très bien comme ça. Y compris d'ailleurs les cours que tu fais sur vidéo, parce que là aussi, les explications sont complètes et ça convient parfaitement. Donc, c'est bon. Monique, vous avez un avis là-dessus? Moi, de toutes les façons, ce n'est pas vraiment le côté mathématique qui m'intéresse, c'est plutôt le côté historique, comment l'évolution de la pensée est arrivée aux mathématiques qu'on a aujourd'hui. Ça m'interpelle. Ça, c'est un peu ce que disait Jean-Luc, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'effectivement, il y en a certains parmi vous qui sont intéressés plutôt par le côté philosophique et historique, et d'autres par le contenu strictement mathématique. Alors, ça, je dois dire que d'un certain point de vue, je suis assez content de vous entendre dire ça, parce que c'est ce que j'essaie de faire, à vrai dire, depuis le début, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens qui sont intéressés par le côté philosophie des sciences voient quand même que derrière ça, il y a du travail mathématique, du calcul, même s'ils ne le comprennent pas en entier. J'essaie de faire en sorte que la partie technique ne soit pas vraiment nécessaire, qu'on puisse zapper un peu cette partie. Je le dis quelquefois quand je suis en amphi. Ça, si vous n'avez pas compris, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas parce que je pense que vous n'arrivez pas à le comprendre. C'est parce que je pense que ça n'est pas nécessaire à la compréhension du déroulement des idées mathématiques, la partie technique. Mais par contre, ce qui est intéressant aussi, et c'est ça qui m'avait au départ motivé quand on m'a demandé de faire ce cours il y a 4 ans, c'est de montrer que derrière les mathématiques, il y a justement une histoire et de la philosophie, en gros, pour simplifier. Et il y a des hommes. Oui. Il y a des êtres humains aussi. Et il y a des hommes. Oui. C'est effectivement, bon, j'essaie aussi de faire intervenir les personnages, en fait, que sont les mathématiciens. Les mathématiques ne sont pas produits par des robots ou par des machines, comme on voudrait le faire maintenant, comme on voudrait nous le faire maintenant. Donc, ce côté-là, j'essaie de mixer les deux aspects. Hein. Et c'est pour ça que je dis que dans la suite… Après Newton, ça commence à devenir particulièrement intéressant de voir comment on est arrivé à la mécanique relative, la relativité d'Einstein d'abord, puis la mécanique quantique, etc. C'est quand même dans le dernier siècle, le 19e, qui est quand même une évolution particulièrement rapide et dramatique. Oui. Mais avant ça, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est les nombres complexes. Oui. Parce que donc moi, je suis ingénieur électricien et ça sert beaucoup. Oui. Alors, c'est un exemple de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire quand on parlait du rapport entre mathématiques, physique et réalité, c'est-à-dire que les nombres complexes, au départ, n'ont absolument pas été inventés pour faire de l'électricité, puisqu'ils ont été inventés au XVIe siècle. Hein. Donc, inventés ou découverts, ça aussi, c'est une grande discussion chez les philosophes des mathématiques. Est-ce qu'on invente les mathématiques ou est-ce qu'on les découvre? C'est-à-dire, est-ce qu'elles existaient, est-ce qu'elles préexistent, ça serait l'idée platonicienne, ou est-ce qu'on les construit finalement? Est-ce qu'on les construit, qui serait une idée plutôt marxiste, je dirais, si on pense dans les philosophies actuelles. Bon, mais en tout cas, sans choisir, bien sûr, dans ce débat, parce que c'est pas… Je pense qu'il faut aborder les deux points de vue, et d'autres d'ailleurs. Les nombres complexes, c'est évidemment quelque chose qui est très emblématique dans toute cette histoire, parce que quand ils sont inventés, quand ils sont découverts, on pourrait dire d'ailleurs chez Bombelli que c'est plutôt, lui, il le voit comme une découverte, ça apparaît tout seul.
dans ses calculs. C'est-à-dire qu'il fait des calculs, à l'époque, on n'utilisait même pas les nombres négatifs. On s'arrangeait toujours pour que les équations s'écrivent avec des signes positifs partout. Les nombres négatifs n'étaient même pas utilisés. En tout cas, on les prenait avec des pincettes. Et bien qu'il n'y ait pas de nombre négatif, à un moment donné, il s'aperçoit que s'il considère un nombre comme racine de -1, eh bien, ça va lui permettre de faire des calculs. Et ce nombre, il apparaît vraiment dans les calculs. Sauf qu'après, à la fin des calculs, il disparaît. Donc, il dit, c'est un artifice de calcul, finalement, ce racine de -1. C'est un artifice de calcul. Et c'est seulement plus tard qu'on va lui donner un statut, c'est-à-dire qu'on va lui faire... on va améliorer la compréhension de ce que c'est, parce qu'au départ, on ne sait pas ce que c'est. On sait que c'est un symbole, d'une certaine façon. Et puis, petit à petit, on va lui donner du corps à ce racine de -1 en lui donnant une interprétation géométrique. Ça, c'est au XVIIe ou XVIIIe siècle, avec l'interprétation géométrique des nombres complexes. Ceux qui ont enseigné les maths, qui l'ont vu sous physique, c'est le fait qu'un nombre complexe, c'est un point dans un plan, d'une certaine façon, ou ça peut être aussi une transformation du plan, comme une rotation ou une homothétie. Donc ça donne une visibilité du nombre, racine de -1, qui au départ n'est qu'un nombre, n'est qu'un symbole. Et puis aussi, ce dont on vient de parler, c'est qu'à un certain moment, on s'en sert en physique. C'est-à-dire que ça sert à écrire des équations, ça sert à représenter des choses. En physique et en mécanique quantique aussi, bien entendu, parce que tout à l'heure, quand je parlais du spin, eh bien, ça fait intervenir des opérateurs différentiels qui ont ce qu'on appelle des valeurs propres, qui sont des nombres complexes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, à vrai dire? La question qu'on peut se poser, c'est une question très intéressante. Pourquoi ce nombre qui apparaît dans les calculs devient après un outil de la physique? Quasiment un objet du réel, on pourrait dire ça. Un objet pour décrire le réel. Michel, attention, peut-être, il y a un truc, je me demande si ça va s'arrêter. De mémoire, Zoom ne s'arrête pas, mais je me demande si au bout d'une certaine durée, il y a c'est payant. Il me semble que c'est ça. Je ne paierai pas, t'inquiète pas. Non, mais si on n'a pas la version payante, enfin, pour avoir la version indéfinie, il faut avoir la version payante. Mais si on l'a pas, enfin, ils font pas payer après coup, ils font payer c'est un abonnement. Non, mais de toute façon, ils n'ont aucun moyen de me faire payer. Il me semble que tu vas apparaître un message tout à l'heure disant que l'opérateur avait fait une manipulation pour que ça devienne illimité. Bon, c'est bien. J'ai vu un petit message tout à l'heure sur mon écran. On est passé dans un trou noir et voilà, le temps ne s'écoule plus. Alors peut-être si c'est la première connexion, ils font un... Oui, mais je pensais qu'il fallait qu'on se... C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure et je l'avais entendu dire effectivement qu'il fallait qu'on se reconnecte. Mais là, ça s'est peut-être fait automatiquement. Hein. Mais peut-être que ça va le faire là. Ah, mais non, ça a l'air de... Non, parce qu'on est... Ça fait 1 heure quasiment là qu'on est... Oui, ça fait 1 heure. Donc, je ne sais pas. Bon. C'est un bienfait du capitalisme, on va dire, qui nous laisse consommer sans payer. Oui, donc, pour en revenir à cette histoire de traiter en parallèle, on va dire, les aspects, comment dire, philosophiques, au sens philosophique entre guillemets, hein, parce que c'est pas, je ne prétends pas faire de la philosophie, mais en tout cas de réfléchir à ce que sont les mathématiques. Et puis les aspects purement techniques, jusqu'ici, ça va, j'arrive à tenir le coup, on va dire, à tenir le fil. Mais c'est vrai qu'après, quand tout à l'heure, Monique parlait de la relativité de la mécanique quantique, j'y réfléchis actuellement parce que quand on va voir apparaître justement au XVIIIe siècle, va apparaître une interprétation de la physique telle qu'elle était faite par Newton et Galilée, une interprétation qui va être déjà au XVIIIe siècle la base en fait de la mécanique quantique, sauf qu'on s'en aperçoit pas à cette époque-là, bien entendu, mais il va y avoir les outils qui vont être construits pour réinterpréter la physique newtonienne. Et ces outils, les équations d'Euler-Lagrange, ça s'appelle, je vais en parler bien entendu. Mais là, où j'ai un problème, parce que j'y réfléchis actuellement,
c'est que ça devient de plus en plus difficile de traiter la partie technique de manière compréhensible. Mais bon, je vais y arriver, ce n'est pas le problème. Parce que, ah oui, donc je parlais de la suite du cours. On peut aussi envisager une suite du cours qui soit moins historique, dans le sens où, plutôt que de suivre un déroulement, par exemple, il y a cette chose dont je n'ai pas parlé dans le développement historique. Hein. Donc, plutôt que de suivre un déroulement purement historique, prendre un thème de travail et le traiter de manière à la fois mathématique et historique, mais qui soit pas, dont l'histoire ne soit pas le fil conducteur, quoi, à vrai dire. Je prends par exemple, si je prends par exemple, j'en avais déjà parlé en amphi, hein, un thème sur qu'est-ce qu'un nombre, par exemple. Un thème très général, qu'est-ce qu'un nombre? Alors, bien sûr, ça fait intervenir l'histoire, mais en même temps, ça permet de reprendre à un niveau pas trop compliqué l'ensemble du fonctionnement des outils mathématiques. Parce que qu'est-ce qu'un nombre? C'est une question qui est posée dès les Grecs, hein, qui s'aperçoivent que les fractions ne suffisent pas pour mesurer, en tout cas, pour calculer les longueurs dans un triangle rectangle. Donc, ils se posent la question de qu'est-ce que c'est qu'un nombre, d'une certaine façon. Donc, j'avais pensé, moi, à une suite, mais pas tout de suite, bien entendu, dans les mois qui viennent, une suite qui serait plus thématique, où je prendrais des thèmes comme qu'est-ce qu'un nombre, ou alors qu'est-ce que l'espace. Vous voyez, qu'est-ce que l'espace, par exemple? Ça permet de repartir d'une certaine façon de la représentation de l'espace euclidien des Grecs, de passer à la représentation des géométries non euclidiennes au XIXe siècle et à la relativité au XXe siècle. Ça permet de reprendre d'une autre manière l'ensemble du cours qui a été fait et puis de le prolonger, bien entendu, mais d'un point de vue qui serait un peu différent. C'est la question que je me posais ces derniers temps là pour la suite. Parce que, par exemple, il y a une partie qui m'intéresse beaucoup, puisque moi j'ai travaillé beaucoup là-dessus, qui est l'arithmétique, dont je n'ai pas parlé du tout. L'arithmétique, ça devient très vite très technique. L'arithmétique, c'est en fait, on pourrait dire que c'est le grand aboutissement de l'arithmétique au XXe siècle, ça a été la démonstration du théorème de Fermat. Le fait qu'une équation n'a pas de solution, on n'a pas de solution en nombre entier. Mais donc, je n'ai pas parlé de l'arithmétique par rapport au grec, très peu, chez Diophante. Je n'ai pas parlé. Et puis là, j'arrive au XVIIIe siècle, il faudrait que je parle d'arithmétique, parce que ça va se développer énormément au XVIIIe siècle. Bon, tout ça, c'est des questions, si vous voulez, pour moi, qui restent des questions, à mesure où j'en suis encore à Newton, il faut que je termine, mais où j'aimerais bien, en amphi, j'aurais pu le poser de manière plus précise, enfin, j'aurais pu le poser à plus de monde, on va dire, cette question, c'est qu'est-ce que vous attendez de la suite, quoi. Ça fait 4 ans là que j'avance pas à pas. Ça, c'est vrai que c'est des passerelles que tu as pu faire plus facilement en amphi. Oui. C'est-à-dire que ton cours était structuré en fonction, on va dire, des époques et des personnes. Par contre, souvent, tu nous as fait des passerelles entre les Grecs, les Arabes, le contemporain, etc. Parce qu'effectivement, ça venait après une question de quelqu'un et tu repartais sur un thème qui peut être les arithmétiques ou le nombre ou des choses comme ça, chose qui est sans doute plus difficile à faire pour toi maintenant dans un cours virtuel, quoi. Donc ça, alors je sais pas si comment dire, sans doute que si tu prenais le cours d'une autre manière en partant du côté des thématiques plutôt que de l'historique, sans doute que ça aurait d'autres intérêts. En même temps, sans doute qu'on perdrait aussi cette... je ne sais pas comment dire. De toute façon, tel qu'il est aujourd'hui virtuel, tu partirais du côté thématique, il manquerait le côté historique que tu pouvais aborder en amphi comme ça. Je ne sais pas. Ça peut se tenter, mais... Non, mais moi, je ne sais pas encore ce que je vais faire et je vais tenter quelque chose, c'est sûr. Ou tenter de continuer comme maintenant, tout simplement. Mais je suis content, enfin, je serais content d'avoir d'abord votre avis à vous, puis d'autres avis éventuellement là-dessus. Ouais. C'est ça qui... Bon, ça sera plutôt
je veux dire que ça sera important à la rentrée prochaine. D'ici la fin de l'année, là, je vais continuer un peu sur ma lancée. Je ne vais pas faire. Ou alors, peut-être que ce que je peux faire, c'est après avoir terminé Newton, vous donner, faire 1 ou 2 séances thématiques pour vous montrer ce que c'est. Et après, je vous laisserai choisir. Ça vous donnera une idée de comment on pourrait faire autrement. Puis, vous donnerez votre avis peut-être de manière un peu plus circonstanciée si vous avez une idée de ce que je veux dire quand je parle de thématique. C'est peut-être pas assez clair là dans ce que j'en ai. Est-ce que tu ne seras pas obligé d'en venir à des thématiques quand tu vas arriver au 19e siècle? Oui. Même vu l'explosion, même au 18e, tu as raison, vu l'explosion dans tous les sens des mathématiques, je ne vois pas comment tu pourras garder le déroulement historique parallèle. Oui, c'est exactement ça le problème pour moi. Peut-être que je pas... pourrais le garder en partie, mais ça sera au détriment sans doute de la précision mathématique. Parce que moi, j'y tiens, si vous voulez. Je tiens à ce que ce cours, ça ne soit pas un cours de vulgarisation où on parle des personnages et de la philosophie. Il faut aussi qu'il y ait des calculs qui montrent ce que c'est que la pratique mathématique. Et donc là, l'une des limites que je rencontre, ça va être ça, c'est-à-dire le fait de faire passer de manière compréhensible les techniques qui sont employées, voire les techniques de calcul intégral, calcul différentiel, ces choses qui vont exploser au XVIIIe et au XIXe siècle. Ouais. Et donc, bon, il faut y réfléchir, quoi, en fait. Alors, est-ce que vous avez voyez d'autres points à aborder, d'autres questions? Tu as parlé de l'espace, de la thématique de l'espace. Oui, c'est intéressant parce que ça permet d'aller beaucoup plus loin. Ça, c'est intéressant. D'autant plus que c'est à l'ordre du jour, on va dire. Mais à vrai dire, la plupart des notions mathématiques peuvent être traitées à la fois comme étant des techniques qui ont été inventées, mais aussi c'est toujours remis à l'ordre du jour. Si vous prenez le problème de l'espace, justement, bon, actuellement, c'est un problème fondamental dans la mécanique quantique. Qu'est-ce que c'est que l'espace? Dans quel espace est-on? Est-ce qu'on vit dans un espace, par exemple? Ce n'est pas du tout évident qu'on vive dans un espace. C'est peut-être qu'une représentation mathématique, l'espace. Donc, comment faire en sorte en mathématiques de formaliser cette idée qu'on ne serait pas dans un espace, mais qu'on serait, je ne sais pas comment le dire de manière intuitive, mais qu'on serait l'espace, en fait, nous-mêmes. C'est-à-dire que ça, c'est une idée, déjà, quand on regarde au 19e siècle, c'est le problème de l'éther. Au 19e siècle. Jusqu'à la fin du 19e siècle, on pense que les objets se meuvent dans l'espace, justement, à travers quelque chose qui est un éther. On ne pouvait pas imaginer que, par exemple, les ondes lumineuses, il fallait qu'il y ait un support, un peu comme si vous prenez une onde, c'était au niveau des ondes que se posait le problème. Hein. Si on prend une onde telle qu'elle était vue au XVIe ou au XVIIe siècle, une onde, c'était une fluctuation de l'eau. Si vous jetez un caillou dans l'eau, vous avez une onde. Donc, vous avez un support qui vibre. Mais en fait, on pensait aussi que les ondes lumineuses, c'était ça. Il y avait un support qui vibrait. Il y avait un espace qui vibrait, qui était l'espace dans lequel se déplaçait la lumière. Or, on s'aperçoit que cet espace qu'on appelait l'éther, c'est les expériences de Michelson-Morley, on s'aperçoit que cet éther n'existe pas. On ne peut pas trouver quelque chose qui soit une espèce de fond sur lequel la lumière se déplacerait. Donc, ça remet en cause l'idée d'un espace dans lequel on vivrait, quoi, en fait. Et avec la mécanique quantique actuelle, c'est encore plus flagrant parce que finalement, on ne sait, la représentation qu'on a d'un espace qui serait quelque chose de continu, une espèce de fond de l'écran dans lequel on vivrait, ça ne peut pas fonctionner en mécanique quantique. Parce que, enfin, dans certaines théories de la mécanique quantique actuelle, parce qu'il y a quand même des discussions autour de ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la notion de ce que c'est que l'espace est une notion extrêmement à l'ordre du jour. Alors, bien sûr, chez les Grecs, il y a l'idée que l'espace, c'est l'espace de la géométrie euclidienne, en fait. Mais ça va être mis en cause déjà avec des espaces courbes au XIXe siècle, avec la géométrie non euclidienne. Et on a le même problème avec le temps. Alors ça, je vais en parler la semaine prochaine, peut-être plutôt la semaine d'après. C'est que Newton, il invente le temps, lui.
Parce qu'avant, on ne s'est jamais posé la question du temps. Enfin, on se la pose philosophiquement ou peut-être de manière générale, on va dire, on peut réfléchir au temps, bien sûr, avant Newton. Mais Newton dit le temps, c'est un axe sur lequel, par rapport auquel on fait des mesures. Maintenant, on sait que ça ne marche pas, ça non plus. C'est-à-dire que cette idée qu'il y aurait un temps absolu par rapport auquel on pourrait faire des mesures dans n'importe quel référentiel, ça ne marche pas. En fait, on a chacun une ligne de temps dans la relativité. Donc, ça montre que la notion de temps est aussi une notion qui est interrogeable. Donc, on peut interroger. Et d'autant plus que dans la physique d'Einstein, avec l'espace-temps, il n'y a pas d'espace indépendamment du temps. On est dans un complexe, on pourrait dire, entre guillemets, pas au sens des nombres complexes, mais on dirait une variété. On est dans une variété qui est l'espace et le temps intimement liés. Tandis que chez Newton, le temps se déroule indépendamment de l'espace. Et on sait maintenant que ce n'est pas vrai. Enfin, le temps mathématique, je parle là. Donc, vous voyez que toutes ces questions, et la notion d'espace devient la notion d'espace-temps, justement. On ne peut pas actuellement, au XXe siècle, au XXIe même, on ne peut plus dire l'espace tout seul, quoi. Ou en tout cas, l'espace, c'est l'espace-temps. On ne peut pas distinguer les deux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un espace en mathématiques? C'est ça aussi la question fondamentale, parce que pour parler d'espace en physique, il a fallu, pour formaliser la notion d'espace, il a fallu inventer des mathématiques qui soient capables de représenter ce que c'est qu'un espace. Alors, il y a différentes... C'est toute l'histoire de la géométrie, en fait. De la géométrie grecque jusqu'aux géométries actuelles qui ont explosé à partir du 19e siècle. Donc, on peut voir aussi l'histoire des mathématiques, enfin, le déroulement des idées mathématiques à travers l'idée d'espace. Ça peut être, c'est ça que je parlais tout à l'heure, de partir d'une thématique, en fait. Il y a des tas de thématiques, il y a des gens qui m'ont demandé de parler de probabilité, par exemple. La probabilité, c'est une thématique en elle-même aussi, c'est-à-dire que la probabilité, en gros, ça commence au XVIIe siècle, hein, avec Pascal, mais ça a explosé au XIXe siècle avec la physique, c'est-à-dire avec thermodynamique. La thermodynamique, merci. Dynamique statistique. En particulier. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, ces probabilités qui, au départ, étaient liées chez Pascal à des questions de jeu au sens des joueurs qui pariaient, en fait, c'est devenu une branche fondamentale de la physique, puisque la thermodynamique, c'est l'étude des gaz, et donc l'étude des vitesses à l'intérieur des gaz, mais d'un point de vue statistique, donc d'un point de vue probabiliste, et que le vocabulaire et les idées qui ont été mises en place par Boltzmann à la fin du XIXe siècle, comme l'idée d'entropie, par exemple, et d'autres idées statistiques, vont permettre justement l'émergence de la mécanique quantique. C'est-à-dire que c'est le fait d'entrevoir qu'il y avait dans la physique quelque chose qui faisait intervenir des probabilités, qui va autoriser les gens à parler de probabilité en mécanique quantique. Donc, il y a des liens historiques là à faire, mais on pourrait parler des probabilités de ce point de vue-là, par exemple. Ce serait un sujet intéressant aussi. Est-ce que vous avez d'autres idées là-dessus? Bon. Peut-être qu'on va s'arrêter là, donc. Si vous n'avez... Pardon. Moi, j'en reste à mes niveaux intuitifs. Oui. Donc, tu as parlé de l'espace. Alors, bon, l'espace, ça me va dans les 3 dimensions, le temps étant la 4e, et tu as parlé d'espace courbe. Alors, est-ce que lorsqu'on parle d'espace courbe, ça inclut le temps ou pas? Est-ce que c'est des choses que tu abordes? Oui. Alors d'abord, la notion de courbure. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que du point de vue mathématique, quand on parle d'espace-temps, d'abord, c'est un espace à 4 dimensions, mais enfin ça c'est peut-être moins important, mais le temps ne joue pas un rôle particulier en mathématiques. C'est la physique qui attribue un rôle particulier au temps. C'est-à-dire qu'en mathématiques, il y a 4 dimensions, c'est-à-dire en fait qu'un point est représenté par 4 coordonnées. Alors en physique, on aurait tendance à les appeler T, X, Y, Z,
ou x, y, z, t, selon les physiciens. Mais en mathématiques, on les appelle x1, x2, x3, x4. Le temps n'est pas particulièrement, n'a pas un rôle particulier en mathématiques quand on représente un espace à 4 dimensions.